Vous sortez d'un rendez-vous chez votre médecin avec une ordonnance. Sauf que sur le papier, il n'y a pas un nom de comprimé, il y a le nom d'une application. Vous rentrez chez vous, vous la téléchargez, et c'est elle, le logiciel, qui est censé vous soigner. Pas vous détendre, pas vous accompagner, vous soigner au sens médical du terme, avec un effet mesuré dans un essai clinique et un feu vert des autorités de santé. Pendant quelques années, à la fin des années 2010, c'était l'une des idées les plus excitantes de la santé numérique. On l'a appelée la thérapie numérique. Une poignée d'entreprises ont juré qu'elles allaient créer une nouvelle classe de traitement, ni médicaments, ni gadgets de bien-être, et l'une d'elles est même devenue le symbole de toute une catégorie avant de s'effondrer. La question de cet épisode est simple: comment un logiciel peut-il devenir un traitement à part entière qui a porté cette promesse, et pourquoi est-ce que ça a été à la fois un vrai succès scientifique et un désastre économique? Entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre d'où vient cette idée, il faut revenir au problème de départ. Certaines maladies se soignent très mal avec les molécules ou pas du tout. Prenez l'insomnie chronique, l'addiction, l'anxiété. Le traitement de référence dans beaucoup de ces cas, ce n'est pas un cachet, c'est une forme de psychothérapie qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale ou TCC. C'est-à-dire un protocole structuré où on apprend au patient à repérer ses pensées et ses comportements automatiques, puis à les modifier séance après séance. La TCC marche. Le souci, c'est qu'elle demande un thérapeute formé, du temps, des semaines, et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si vous avez déjà cherché un rendez-vous chez un psychologue spécialisé, vous voyez le problème. Et là, une intuition est apparue. Si la TCC, c'est essentiellement un programme, une séquence d'exercices et de feedback, est-ce qu'on ne pourrait pas la coder, la transformer en logiciel, la mettre dans la poche de millions de gens et la valider avec la même rigueur qu'un médicament? L'entreprise qui a incarné ce pari s'appelle Peer Therapeutics, fondée aux États-Unis au milieu des années 2010. Son fondateur, Corey McCann, ne voulait surtout pas faire une énième appli de méditation. Il voulait faire ce que l'on appelle aujourd'hui une thérapie numérique de prescription, aussi appelée DTX. Et pour ça, il fallait passer par la porte la plus difficile de toutes, celle des agences du médicament et des dispositifs médicaux. À l'époque, l'idée paraissait presque absurde à beaucoup de gens du secteur. Faire évaluer un logiciel comme on évalue un dispositif médical avec un essai clinique randomisé, c'est long, c'est cher et au bout du chemin, il n'y a même pas de molécules brevetables. Mais c'est précisément le sens du pari. Sans ce saut réglementaire, une thérapie numérique n'est qu'une appli de plus dans un magasin numérique qui en compte des centaines de milliers. En septembre 2017, le pari paye. La FDA autorise Reset, le produit de Peer Therapeutics, pour le traitement des troubles de l'usage des substances, l'addiction, en complément d'un suivi classique. C'est la toute première fois que l'agence autorise un logiciel thérapeutique sur ordonnance avec des données démontrant une amélioration des résultats cliniques dans une maladie. Reset, c'est un programme de 12 semaines, des modules interactifs de TCC, un suivi des envies et des situations à risque que le clinicien peut consulter. C'est un moment réellement fondateur. Une nouvelle catégorie vient officiellement de naître. Peer enchaîne. En 2018, Reset O, une version destinée aux troubles liés aux opioïdes, dans un pays qui traverse alors une crise des opioïdes d'une ampleur historique. Puis, en 2020, Somryst pour l'insomnie chronique chez l'adulte. Somryst délivre de la TCC spécialisée dans le sommeil, ce que l'on appelle la TCC-I, sur 6 à 9 semaines, avec notamment de la restriction de sommeil pilotée par algorithme. Petite précision qui montre bien l'ambition du moment, Somryst a été l'un des premiers produits à passer par un programme pilote expérimental de la FDA pensé spécialement pour les logiciels. Et Peer n'est pas la seule.
En juin 2020, une autre société, Akili Interactive, obtient à son tour une autorisation de la FDA pour EndeavorRx. Là, l'objet est encore plus frappant. Ce n'est pas une appli sobre avec des questionnaires, c'est un véritable jeu vidéo sur ordonnance pour les enfants de 8 à 12 ans souffrant de troubles du déficit de l'attention, le TDAH. L'enfant pilote un petit véhicule, esquive des obstacles et c'est cet entraînement attentionnel qui constitue le traitement. EndeavorRx devient le premier traitement de TDAH délivré par un jeu vidéo, validé par une série de 5 études cliniques sur plus de 600 enfants, dont un essai randomisé contrôlé. Posez-vous la question une seconde. Un médecin qui prescrit un jeu vidéo, on y était. Là-dessus arrive le Covid. Tout le monde se met à la santé à distance, les investisseurs ont les yeux qui brillent et l'argent coule beaucoup plus facilement qu'auparavant. En décembre 2021, Pierre entre en bourse via ce qu'on appelle une SPAC, c'est-à-dire une société cotée créée à l'avance comme une coquille pour absorber une entreprise et l'introduire en bourse plus vite qu'une procédure classique. Valorisation affichée au moment de l'opération, environ 1,6 milliard de dollars selon les documents de l'opération. Sur le papier, la thérapie numérique est devenue une industrie. Et puis, le mur. Le problème n'était ni la science ni la FDA. Pierre avait 3 produits autorisés. Le problème, c'était le remboursement. Aux États-Unis, un traitement n'existe vraiment que si quelqu'un le paye. Et ce quelqu'un, ce sont souvent les assureurs. Or, les assureurs ne savaient pas quoi faire de cet objet. Ce n'est pas un médicament, donc ça n'entre pas dans les circuits de la pharmacie. Ce n'est pas tout à fait un acte médical non plus, et il n'y avait pas de case. Fin 2021, Pierre annonçait avoir des accords avec une trentaine d'organisations couvrant plus de 26 millions de vies selon la société, mais entre un accord de couverture et un remboursement effectif, il y a un gouffre. Les ordonnances étaient écrites et elles n'étaient pas payées. Comme le résumait un analyste du secteur, en santé, ce n'est pas remboursé, ce n'est pas fait. Pierre s'est retrouvé à brûler son cash pour, en pratique, éduquer tout un système qui n'était pas prêt à payer. En avril 2023, environ 16 mois après son entrée triomphale en bourse, Pierre Thérapeutique se place sous la protection du chapitre 11, la procédure de faillite américaine. Ses actifs seront cédés pour quelques millions de dollars. Le pionnier de la catégorie, celui qui avait ouvert la porte de la FDA, s'éteint. Mais qu'est-ce que vraiment une thérapie numérique ? Faisons une pause ici parce que le mot « appli » brouille tout et c'est justement là que se joue l'essentiel. Tous les jours, vous croisez des applis de santé et de bien-être. Méditation, suivi de pas, journal du sommeil, cohérence cardiaque. Elles peuvent être très utiles. Mais juridiquement et scientifiquement, ce sont des produits de bien-être. Personne n'a eu à prouver qu'elles soignaient une maladie et personne ne vous les a prescrits. Une thérapie numérique, c'est autre chose. On parle de DTX pour Digital Therapeutics. Et 3 critères la séparent du reste. 1. La validation clinique. Son effet a été mesuré dans de vrais essais cliniques, idéalement randomisés et contrôlés, comme pour un médicament. On ne dit pas « ça aide », on montre un résultat chiffré. 2. L'autorisation réglementaire. Une autorité de santé, la FDA aux États-Unis par exemple, a examiné les données et autorisé le produit pour une indication bien précise. C'est la barrière à l'entrée et c'est elle qui distingue une DTX d'une application comme toutes les autres. Et enfin, la prescription. Beaucoup de ces produits sont délivrés sur ordonnance, intégrés dans un parcours de soins sous le regard d'un professionnel. Pour faire simple, prenez l'analogie de l'eau. L'eau du robinet et un médicament en solution, c'est liquide dans les 2 cas, mais l'un a été testé, dosé, autorisé et on vous le prescrit, l'autre non. Une appli de bien-être et une DTX, c'est pareil. Ça se ressemble sur l'écran, mais tout se joue dans ce qu'il y a derrière. Et sous le capot, que fait réellement le logiciel ? Dans une grande partie des cas, il numérise une TCC, cette fameuse thérapie cognitivo-comportementale dont on parlait au début. Le logiciel découpe le protocole en modules, vous fait faire des exercices, suit vos réponses et adapte la suite avec des algorithmes. Certaines autres applications permettent de suivre des patients qui ont eu un cancer ou d'autres types de pathologies. Mais l'idée de fond tient en une phrase. Ce n'est pas de la chimie qui agit sur le cerveau, c'est un apprentissage structuré ou un suivi répété avec une application.
C'est aussi pour ça que ces thérapies se sont concentrées initialement sur la santé mentale, le sommeil, l'addiction, l'attention. C'est un domaine où la TCC est déjà le traitement de référence et où l'accès à un thérapeute humain reste souvent inégal. On touche d'ailleurs à des sujets très liés à la santé mentale et à la santé des femmes, où le besoin non couvert est immense. Alors, la faillite de Pierre, est-ce la preuve que la thérapie numérique est une mauvaise idée? Ce serait aller un petit peu vite. Il faut séparer deux choses qu'on a tendance à confondre. D'un côté, la science, de l'autre, le modèle économique. Côté science, la démonstration tient toujours. Plusieurs de ces produits ont franchi le filtre réglementaire le plus exigeant avec des essais cliniques. Alors, dans des pays comme la France, ça peut être parfois un petit peu plus compliqué et il y a des procédures accélérées qui existent. Néanmoins, les entreprises travaillent pour créer ces preuves tant nécessaires. Si on revient à Endeavor RX, le jeu vidéo d'Akili, il est resté autorisé par la FDA. La preuve que les logiciels peuvent produire un effet clinique mesurable n'a pas disparu. Côté économique, c'est là que le pari s'est brisé. Et il faut comprendre pourquoi il a été fait initialement. Au moment où Pierre se lance, parier sur le remboursement américain n'était pas absurde. L'entreprise faisait un calcul rationnel. J'obtiens le sceau de la FDA, le sceau de référence, et le remboursement suivra parce que le système finit toujours par payer ce qui est prouvé et prescrit. Ce qu'ils ont sous-estimé, c'est qu'aux États-Unis, le remboursement ne découle pas automatiquement de l'autorisation. Ce sont deux mondes assez séparés, avec deux logiques très différentes, et c'est le cas dans d'autres pays également. Pierre a obtenu le premier feu vert et s'est épuisé à attendre le second. Akili, parti sur le même chemin et entré en bourse de la même manière, a connu une trajectoire parallèle, repassant sous pavillon privé en 2024 pour une valeur très inférieure à ses sommets. Donc le bon constat n'est pas les DTX ne marchent pas, c'est plutôt une innovation clinique réelle peut mourir si l'infrastructure qui la paye n'existe pas encore. La techno était en avance sur la plomberie financière. Et c'est là que le contraste avec l'Europe devient fascinant parce qu'il inverse l'intuition. On imagine souvent les États-Unis en avance et l'Europe à la traîne sur le sujet du numérique. Eh bien là, c'est presque l'inverse. L'Allemagne, dès 2020, met en place un système baptisé DIGA, pour un nom que je ne vais pas citer en allemand, mais qu'on peut traduire par, globalement, application numérique de santé. L'idée est radicalement différente du chaos américain. Un médecin peut prescrire une appli autorisée et c'est l'assurance maladie qui la rembourse. Le pays a même créé une voie rapide où un produit jugé prometteur peut être remboursé à titre provisoire pendant qu'il continue d'apporter ses preuves. Résultat, des dizaines de produits référencés, une majorité d'entre eux justement en santé mentale et un nombre de prescriptions qui a fortement progressé d'une année sur l'autre. Le problème que Pierre n'a jamais résolu, le système allemand a essayé de le traiter. Fin 2023, la France lance PECAN, le système de prise en charge anticipée numérique. Le principe ressemble à celui de l'Allemagne, un dispositif médical numérique à visée thérapeutique, présumé innovant, peut être pris en charge de façon anticipée pendant 1 an, le temps de réunir les données nécessaires à un remboursement de droit commun. Autrement dit, on accepte de payer un peu en avance pour ne pas étouffer l'innovation, faute de cases. Ce système, bien qu'encourageant, pour le moment n'a pas donné énormément de résultats et c'est d'ailleurs l'un des grands sujets dans le système français. Comment soutenir cette innovation et trouver le bon modèle économique tout en soutenant également d'un point de vue institutionnel en facilitant l'accès au marché et au remboursement. Quant à la deuxième génération de DTX, elle apprend de tout ça. Beaucoup d'acteurs ont compris qu'il faut penser le remboursement avant même la science, viser des marchés où une case de paiement existe déjà et parfois s'adosser à des systèmes de santé publique plutôt qu'à la mosaïque des assureurs privés. Alors voilà 3 ou 4 choses à retenir de cette histoire. La première, une thérapie numérique n'est pas une appli de bien-être. C'est un traitement validé cliniquement, autorisé par un régulateur, souvent prescrit, et la frontière est là, pas sur un écran. Ensuite, la plupart de ces thérapies sont au fond des TCC numérisés. Ce n'est pas magique, c'est un apprentissage structuré, ce qui explique pourquoi elles ont prospéré sur le sommeil, l'addiction, l'attention et la santé mentale.
Troisième point, l'histoire de Peer Therapeutics ne raconte pas un échec scientifique. Elle raconte une innovation qui a obtenu la preuve, mais pas le paiement dans un système qui n'avait pas prévu de la rembourser. Et enfin, le remboursement décide de tout, là où l'Europe a construit des voies de prise en charge avec DIGA ou PECAN, la catégorie a une vraie chance de tenir. Encore faut-il que tous les acteurs soient alignés autour de cette stratégie. Reste une question, et je vous la laisse, si le sort d'un traitement dépend autant de la façon dont on le rembourse que de la façon dont on le prouve, alors qui décide vraiment de ce qui finit par vous soigner? Le scientifique, le régulateur ou le payeur?